du Zaïre va être renversé par Paul Kagame. Je récapitule pour que les gens comprennent bien l'articulation. Bill Clinton veut installer Paul Kagame au pouvoir. Paul Kagame est en formation aux États-Unis, on le met là. En 1994, ils font abattre l'avion du président Habyarimana, qui est le président du Rwanda, qui s'entend avec le président du Zaïre, qui est son voisin. Les Américains veulent le coltan et l'uranium du Zaïre. Pour y arriver, ils ne peuvent pas directement attaquer le président du Zaïre qui est en place. Pourquoi? C'est pas plus simple. Mais c'est quelqu'un qui les connaît très bien. Ils l'ont soutenu pendant 32 ans. C'est comme l'affaire avec Pinochet. Donc on n'a pas envie, on veut s'en débarrasser, mais on ne va pas s'afficher, comme on ne va pas prendre le risque de venir le renverser. On passe par un proxy. Voilà, exactement. Voilà, donc dans la dans la première partie, on s'était arrêté là et voilà, je disais qu'en fait les chefs d'État des pays du Nord, des pays entre guillemets développés, encore une fois, c'est voilà, et bien ils n'ont aucune considération pour les chefs d'État et que du coup, de ce fait, quand le journaliste demande pourquoi est-ce que les Américains ou même d'autres États qui seraient intéressés par les, euh, les matériaux qui sont aux États-Unis, qui sont au RDC, pourquoi est-ce qu'ils ils ne discutent pas directement avec le président des chefs congolais comme ils ont l'habitude de le faire? Pourquoi ils ne se doivent pas lui directement? Pourquoi ils sont obligés de passer par le président du Rwanda? Et donc lui il répond, parce que voilà, et lui il répond parce que ils l'ont soutenu pendant 32 ans, voilà, ils étaient amis avec ce président du Congo, du RDC, et que du coup ils peuvent pas s'afficher publiquement contre lui. Alors, soit à quoi je dis, ok, c'est une partie de réponse, j'imagine, voilà, c'est une réponse qu'il me donne, mais pas suffisamment convaincant, puisque on le sait tous, c'est pas un secret, les présidents des chefs d'État des pays du Nord n'ont aucun respect pour les chefs d'État africains et, euh, et il suffit de voir comment ils se comportent. Voilà, il n'y a pas plusieurs, il y a pas, il y a, dans cette même année, donc il y a plusieurs mois, donc en 2024, le président de la France, le président Emmanuel Macron avait donc alors que donc il était en visite dans un pays africain. Heu, le chef d'État de ce pays, fâché, sort de la salle et le président Emmanuel Macron dit, il part réparer les clims. Voilà, c'est pour te montrer, quel, comment dire, manque de respect, et quelle vision qu'ont ces chefs d'État heu, quand ils travaillent ou quand ils interagissent avec les chefs d'État africains. Donc il y a aucun respect, aucune considération et donc et ça me serait pas étonné et que malgré les 30 ans de relations qu'ils avaient, ça m'étonnerait pas que voilà, ces États-là, du Nord viennent retourner leur veste contre une personne qu'ils ont soutenue pendant longtemps et ils ils ont l'habitude de le faire. Ils l'ont fait, en Libye quand ils ont voilà, alors que la France était en ami avec, ils étaient en grande amitié avec la Libye. Ils ont quand même Nicolas Sarkozy, on le sait tous, qu'il a été impliqué dans l'assassinat, si ce n'est, c'est lui qui, en fait, d'après plusieurs sources, c'est lui qui a commandité la mort de Kadhafi. Donc voilà. Alors que Kadhafi l'avait soutenu et même qu'on sait que voilà, Nicolas Sarkozy était poursuivi pour en fait, parce qu'en fait, il y a eu des magouilles dans sa campagne et que Kadhafi avait soutenu sa campagne, donc c'était très proche. Ils ont tenu la veste et ils l'ont fait tuer parce qu'en fait, ils ont aucune considération pour des Africains. Pour eux, voilà, ils peuvent disposer comme ils veulent. Et, et d'ailleurs, ça explique l'ingérence qu'ils ont dans ces pays-là où ils se permettent en fait de venir donc s'immiscer dans leurs affaires et de parler en leur nom et de leur dire quoi faire. Voilà, c'est quand voilà, quand on va faire quelque chose à la place de la personne, c'est qu'on estime que cette personne n'est pas capable et c'est ce que font les États des pays du Nord, voilà, pas que la France et pas que l'Europe, voilà, les Américains aussi et heu et donc voilà, quand, heu, cette personne interviewée dit que les États-Unis ne ou même les autres pays qui sont intéressés par les matériaux du Congo ne
n'interagit pas, voilà, ne parle pas directement avec le chef d'État de RDC parce qu'ils ont eu des relations avant, ça j'y crois moyen. Moi, j'aimerais penser que c'est parce que les chefs d'État congolais, ils ont l'habitude d'être, assez fermes et ils protègent leurs citoyens. En fait, c'est une version que j'aimerais garder. En tout cas, vrai ou pas, je sais pas. En tout cas, le simple fait que parce que ces pays-là, ces pays du Nord ont une relation avec le Congolais, le président congolais, que de ce fait, ils ont pas voulu s'afficher publiquement contre lui, c'est pas dans leur, je vais dire cette principe-là, les pays du Nord ne connaissent pas. Ils se connaissent pas tous. Les principes, ils n'ont pas de principe, eux. Voilà. Donc, cette réponse ne me convainc pas beaucoup. Enfin bon, on va continuer. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Et entre-temps, les Américains font pression sur la France et sur la Belgique de lâcher ce président, qui est devenu un dictateur. Mais pendant 32 ans, il n'était pas dictateur. C'est exactement ce qui se passe avec Kagame. Il est venu, soi-disant, en 1994 pour apporter la démocratie, mais ça fait 27 ans qu'il est là, soutenu par les Américains. Et on ne dit pas qu'il est dictateur. Bon, donc c'est la même chose qui va se passer avec Mobutu. Donc, il passe par Paul Kagame, qui va renverser ce président en 1997. Vous aimez ce format de vidéo, ces longs entretiens avec des spécialistes qui savent de quoi ils parlent, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut de cette page ou en fin de vidéo pour nous donner un coup de pouce financier. Sans vous, nous ne pouvons strictement rien faire. Je compte sur chacun de vous. Alors là, j'ai une question à vous poser. Oui. Et c'est une question fondamentale. Kagame, en admettant qu'il soit le commanditaire de cet attentat, c'est une hypothèse qui a quand même des quelques... Plus qu'une hypothèse, c'est plus qu'une hypothèse, quand il le Est-ce qu'il sait, quand il commet cet attentat, ce que ça va engendrer comme conséquence dans son pays, à savoir le génocide, c'est-à-dire des mesures de rétorsion très féroces de la part de la majorité Hutu? Il le sait. Le général Dallaire le dit. Le commandant des Nations Unies lui dit exactement ce que vous êtes en train de dire. Et il lui dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Kagame répond ça Kagame répond ça au général Dallaire. Il fait pire que ça. Et c'est pour cela que... Général Dallaire, le général Dallaire, c'était le commandant des casques bleus des Nations Unies, au Rwanda, canadien. J'arrête pas de dire, ce journaliste, voilà, il pose des bonnes questions. Voilà, il pose des bonnes questions. Est-ce que le président, l'actuel président Paul Kagame, donc le président du Rwanda, est-ce qu'au moment où il commet l'attentat, voilà, parce que dans le livre, on dit que, alors dans ce livre et dans plusieurs écrits, on dit que c'est lui qui a commandité le meurtre de Habyarimana. Est-ce que quand il le fait, il avait conscience de ce que ça allait avoir comme conséquence? Et ça, c'est une question très très importante, surtout niveau justice, parce que voilà, on cherche à savoir si la personne avait cette intention-là, en fait. Ce qui s'est passé, est-ce que c'était son intention? Et, heu, et donc apparemment, d'après ce qu'il dit, c'est que Kagame, le président Kagame, il le savait très bien il leur répond: «On fait pas d'omelette sans casser les œufs» et c'était pour montrer quelle légèreté, voilà, bon, enfin, il comment il parle, en fait. Il parle comme 2 personnes, voilà, 2 personnes proches qui discutent. «On fait pas d'omelette sans casser les œufs», c'est limite sur un ton de la rigolade, c'est très, c'est, voilà. On n'a pas les mots et puis, il dit ça aux casques bleus. Donc casques bleus, c'est l'armée, hein, donc on les voit partout dans l'Afrique. C'est l'armée qui est là pour la paix, en fait, qui est envoyée par l'ONU. C'est l'armée de l'ONU pour, maintenir la paix dans des régions. Mais enfin, on voit la discussion qu'ils avaient avec, le président Paul Kagame et ça, c'était donc avant la mort de Habyarimana. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est-à-dire qu'on savait déjà qu'il allait y avoir des massacres. On prévient le président Paul Kagame, l'actuel président, au moment où il était pas encore président, on le prévient qu'est-ce qu'il va faire, ça pourrait créer des violences, et lui, il répond, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc il savait ce qui allait se passer, et donc ce génocide, c'est pas une surprise pour lui. Et Et c'est pas une surprise pour les casques bleus aussi. Donc le génocide, quand il a lieu, machin, machin, les génocides, les casques bleus ne font rien parce qu'ils sont en communication avec le FPR et tout ça. Non, mais très, très. En fait, c'est un génocide commis par qui? C'est pas commis par les Tutsis, ce génocide, hein. Il n'est pas commis par les Tutsis. De mon point de vue, il n'est pas commis par les Tutsis ni par les Hutus. Il est commis par le FPR, l'ONU, avec d'autres. Voilà. Enfin bon, on continue. il ne fait pas que ça. Pendant 2 mois, son mouvement écrit au Conseil de sécurité. Moi, j'ai découvert les archives du Conseil de sécurité, je ne les connaissais pas. Pendant 2 mois, ils écrivent au Conseil de sécurité pour demander qu'il ne faut pas d'intervention des Nations Unies. Pendant toute la période des massacres, pendant 2 mois avant l'arrivée de l'opération turquoise, il ne faut pas d'intervention. J'ai les lettres. Ça ne s'est pas. Oui, en fait, voilà, ok. Donc, il s'échangeait avec l'ONU, voilà, et le FPR communiquait avec l'ONU pour
maintenir en fait les casques bleus hors du terrain pour qu'ils puissent continuer leur plan, voilà. Et ce qui est un peu triste aussi, c'est pour cette, pour les Tutsis, puisque eux, une grande partie, en fait, eux, bon, voilà, on va dire que la situation les arrange quelque part, mais ils savent pas, en fait, tout ça. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a, voilà, il y a des millions, enfin non, pas des millions, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont perdu les proches, et pour eux, la faute, le génocide a été fait par par les Hutus. Voilà. Et ça, en fait, c'est ce qu'ils pensent. Alors qu'en réalité, tout ce qui s'est passé, le FPR l'avait prémédité. Et en fait, c'était comme un cirque pendant un moment, c'était un cirque. Tu avais des Hutus et des Tutsis qui s'entretuaient pendant que le FPR continuait à dire: «Laissez le cirque continuer». Voilà, c'est comme quand, voilà, vous voyez une arène comme ça et vous avez le roi, donc voilà, à cette époque, c'est le FPR, à la tête avec Kagame à la tête, donc c'était Kagame et il y avait un cirque qui se passait, c'était tout le pays, le Rwanda et Kagame, il était là, il disait: «Laissez continuer», voilà, que l'action continue. Qui s'entretue, qui continue. Pendant 2 mois, il maintenait, heu, tout, tout organisme hors du terrain pour que les massacres continuent. Très, et ça en fait la plupart en tout cas tous ceux qui sont à l'intérieur du pays ne peuvent pas le connaître puisque c'est caché, c'est pas renseigné, ils ont pas le droit de trop se renseigner et puis même combien qu'ils se renseignent, c'est pour leur bien de pas se renseigner parce qu'ils font un risque gros pour ce genre d'informations. Était là. Écoutez, il y a eu les forces américaines, les forces françaises et les forces belges, les forces spéciales belges, qui sont arrivées le 9, le 8, 2 jours après l'attentat, pour prendre leurs ressortissants. Kagame, ces troupes-là, que ce soit les forces spéciales françaises, belges et américaines, étaient capables de faire arrêter le début des massacres. Hein. Ils étaient obligés de paralyser tous ces dispositifs en l'espace de 48 heures. Vous savez ce que Kagame a dit? Il a demandé de donner 24 heures à toutes les forces américaines, françaises et belges de quitter le territoire pour partir. Ça, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui a envie d'empêcher les massacres, d'arrêter les massacres, ou d'empêcher que ce qui est en train de commencer aux yeux de tout le monde s'arrête. Et ça, personne ne lui pose la question. Depuis 25 ans, on ne lui pose pas la question. Depuis 25 ans, Ouais, c'est drôle, il y a le massacre et FPR, tout ce qu'il demande, c'est faut il faut que personne ne doit intervenir. Non, il a orchestré tout ça et en fait, pour lui, il avait tout planifié. C'est un bon planificateur, hein, si on peut dire. Il a bien planifié et son plan a réussi, mais ouais, c'est très, en fait, c'est dans ça que c'est comme ça, entre guillemets, que tout ce qui est ONU, tout ce qui est la France et tout ça ont participé. C'est qu'ils comprenaient les conséquences, heu, ils ont, ils ont vu venir les conséquences, ils, et ils ont laissé faire et ils pouvaient faire quelque chose. C'était même pas qu'ils pouvaient pas et que non, c'est ils pouvaient faire quelque chose et ils ont décidé de rien faire et c'est dans ça, en fait, voilà, c'est dans ça qu'ils sont, responsables. OK, certes, eux, ils ont même combien même ils auraient participé pour mettre en place Kagame, ça, c'est une chose, mais de là à laisser, en fait, les massacres avoir lieu, c'est ça le problème. C'est que le président Habyarimana, il est descendu, le génocide commence, il y a pas de souci, enfin, ça se comprend. Pourquoi est-ce que personne n'intervient? Les casques bleus qui étaient en place, ils font rien. Les armées françaises, tout, personne ne bouge pendant plusieurs mois. Et donc évidemment, le FPR leur demande, ce qu'on comprend, c'est que le FPR leur demande de ne pas intervenir, mais ils n'étaient pas obligés de ne pas intervenir, puisque à cette époque-là, le FPR, Kagame, n'est pas président de la République, il faut le dire. C'est que à partir du moment où Habyarimana est descendu, il n'y a pas de président de la République. Les pays étrangers n'ont pas à écouter le FPR plus qu'une autre personne du pays qui leur demanderait plus qu'un autre général ou quoi. Mais ils décident d'écouter le FPR et de laisser continuer les massacres. Et combien même ce serait le président, enfin je vais dire, s'ils sont sur place pour maintenir la paix, ils devraient tout faire pour arrêter le massacre. personne ne pointe cet aspect des choses, alors qu'en fait, ce sont des éléments qui sont documentés aujourd'hui. Et qui ne sont pas documentés par moi, c'est documenté par le général Dallaire qui était sur place, le colonel Marshall, les archives du Conseil de sécurité. On a les éléments. Mais il ne faut surtout pas braquer les projecteurs de ce côté-là. Là, on pourrait vous répondre qu'ils ont pu interroger Rose Kaboulé, qui est une très proche de Paul de Kagame, Paul Kagame, qui a été arrêté en Allemagne en 2008, qui a été donc amené devant le juge Trévidic, Oui. et qui a été interrogé par le juge Trévidic, Oui. et il n'en est rien ressorti. Quelles sont les questions qui ont été posées à Rose Kaboulé?
Et c'est pour cela que c'est important, quand on parle de l'attentat, de savoir de quoi on parle. Moi, j'ai lu l'interrogatoire du juge Trévidic à Mme Kabouye, quand il a interrogé Mme Kabouye. Je vais vous dire quelque chose. Par exemple, quand Mme Kabouye dit que le FPR n'avait pas de missile, mais le juge Trévidic ne lui pose pas de question sur ce qu'il y a dans le dossier Bouguer concernant les missiles. Quand Rose Kabouye dit qu'elle, en tout cas, ce sont les extrémistes Hutus qui auraient commis cet acte. Mais le juge Trévidic ne creuse pas pour lui dire, mais vous avez des noms, vous avez fait une enquête là-dessus, vous savez exactement comment ça s'est passé. Et il y a une autre personne qui est considérée comme suspecte, en tout cas qui a été considérée par le colonel Luc Marchal, comme quelqu'un qu'il fallait interroger. Et il avait écrit, personnellement, quand je parle du colonel Luc Marchal, je parle du commandant des casques bleus belges qui était en charge de la sécurité de la ville de Kigali, et donc il y avait des choses à dire aux enquêteurs français et aux magistrats français. Ce monsieur n'a pas été interrogé par les juges Poux, Trévidic et Herbeau. Il a écrit au juge Herbeau en disant, j'ai des choses que je peux vous communiquer par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain. Il n'y a jamais eu de suite. Et qu'est-ce qu'il dit par exemple? Il dit qu'il y a quelqu'un qui était avec Mme Rose Kabouye au CND. Donc le CND, c'était le lieu où Ça, c'est. Voilà, ça montre. Ce que je pense, c'est que les faits, en fait, l'être humain ne peut pas, tu vois, laisser passer les faits. Les faits doivent sortir et ils vont sortir. De toute façon, il n'y a pas. Mais ça montre, en fait, une personne vient vous voir en disant j'ai des éléments. La moindre chose, c'est de l'écouter. C'est une chose de l'écouter et de considérer que ce qu'il dit ne tient pas debout, c'est une chose, mais de refuser de l'écouter, ça montre que voilà, on a une orientation. En fait, on veut. Ces enquêtes sont orientées, il n'y a pas de secret, mais voilà, ça, c'est des preuves en quoi c'est orienté, en fait. où se seraient trouvés les missiles avant l'attentat. Et l'endroit où on a c'était le lieu par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain. Il n'y a jamais eu de suite. Et qu'est-ce qu'il dit par exemple? Il dit qu'il y a quelqu'un qui était avec Mme Rose Kabouye au CND. Donc le CND, c'était le lieu où se trouvait, où se seraient trouvés les missiles avant l'attentat. Et l'endroit où on a demandé qu'on ferme une piste de l'aéroport. Parce qu'on ne voulait pas que les avions passent au-dessus du CND. Le quartier général, en quelque sorte. S'il y avait deux quartiers généraux, il y avait le quartier général du FPR qui était à Kigali au centre-ville, c'était le CND. L'autre c'était à Mouligny un peu plus. Le CND, c'est le Parlement. D'ailleurs, c'est assez incroyable que les rebelles se retrouvent au sein d'un Parlement armé. Oui, alors j'explique ça dans le livre, parce que là encore, c'est un tabou, il ne faut pas en parler, il ne faut pas expliquer. Les accords de paix n'ont jamais dit que le FPR devait se retrouver au CND au Parlement. J'ai retrouvé, ça c'est un document inédit, par exemple, que j'ai publié dans le livre, c'est la lettre manuscrite du président de la République, du président assassiné, Habyarimana, avant son assassinat, qui demande à son chef de cabinet qui a donné, pourquoi le FPR se retrouve au CND. Mais moi, je n'ai jamais donné mon accord pour que ces gens aillent au CND. C'est incroyable. En fait, voilà, Habyarimana, il était infiltré, il était malheureusement pas assez. Je pense qu'il n'a pas vu. Il était trop. Ouais, il anticipait pas bien suffisamment les choses. Et en fait, voilà, lui, il est à peine. Il n'est même pas encore tué que on a le FPR qui est dans le Parlement. En fait, ils sont déjà en place. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il le loupait, voilà, au moment de l'aéroport, il serait arrivé au Parlement et ce serait fini. Il n'aurait pas pu survivre, en fait. Il était déjà infiltré avant même de. Parce que puisque le FPR, il est déjà au Parlement. Ils avaient déjà pris le pouvoir. Se moque-t-on du président de la République, de l'État rwandais, du peuple rwandais? Donc ça, c'est un élément très important pour les enquêteurs, parce que ça permet de comprendre que le président de la République était en désaccord avec l'installation du CND. Et il se trouve que le CND est au cœur de beaucoup de choses. Fermeture de l'axe de l'aéroport, suspicion d'abriter des missiles qui ont abattu l'avion. Et c'est ça qui est faux, c'est que comment est-ce que le FPR et voilà, après, voilà, peut-être que je pas peut-être qu'ils étaient, je sais, pour moi, jusqu'à ce que le président meure, pour moi, il n'y a qu'un seul président, et c'est lui, et le FPR, c'est juste un groupe terroriste qui a réussi à faire plier le gouvernement et à faire signer les accords de paix avec ce groupe. Voilà, pour moi, c'est les infos que j'ai actuellement. Comment est-ce que ils parviennent à faire fermer un aéroport? C'est-à-dire que le président, il a prévu d'avoir 2 aéroports pour pour ses business, son affaire, son planification, et le président lui-même, il demande à ce qu'il y ait 2 aéroports et il n'obtient qu'un seul parce que FPR a décidé de fermer l'autre. Sur quelle autorité, en fait? Qu'est-ce qui lui a donné l'autorité? Non, simplement, il y avait des gens à l'intérieur, il avait déjà installé ses. Voilà, mais en fait, rien que ça, c'est comment tu peux dire que c'est pas toi derrière? Si tu étais capable, dans le pays de faire fermer un aéroport que le président voulait utiliser, mais ça peut pas exister. Ça ne peut pas exister, en fait. Et le président lui-même, en fait, il avait plus de contrôle. Il s'était déjà infiltré, fort. Ouais. Les gens qui étaient les tireurs se seraient abrités au CND. Donc le CND aurait dû être l'objet d'un examen minutieux. Et donc, Luc Marchal assiste à une réunion avec Rose Kabouye? Non, Luc Marchal constate qu'une des personnes qui était au CND avec Rose Kabouye est passée au moins 2 fois
à proximité du lieu de l'attentat. Cette personne n'est pas interrogée, avait été interrogée par le juge Bruguière, mais n'avait pas été interrogée par les juges suivants. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a un élément très important. C'est que 10 casques bleus belges ont été assassinés quasiment le lendemain de l'attentat. Et qui, la veille de l'attentat, c'est le jour de l'attentat, les casques bleus belges qui ont été tués avaient disparu toute la journée avec ce personnage du FPR qui était au CNDA avec Roscabouillet. Et pour le colonel Luc Marchal, il a été accusé de n'avoir pas fait attention à ces gens. Le problème, c'est que ce monsieur, j'ai lu sa déposition. Il a reconnu avoir voyagé dans la journée du 6 avril, dès le matin, avec les casques bleus belges, sans l'autorisation du colonel Luc Marchal qui était leur patron. Donc vous allez chercher des éléments de la mission des Nations Unies pour faire un voyage, on ne sait pas où, avec eux, sans l'autorisation de leur chef. Et le juge Trévidic a eu la possibilité d'interroger le chef de ce monsieur du FPR qui a voyagé sans autorisation avec les casques bleus belges. Il ne lui a jamais posé la question sur cette affaire-là. Quand vous rentrez en profondeur dans le dossier, vous avez, et je le dis tranquillement aujourd'hui, les juges français qui ont travaillé après le juge Bruguière n'ont pas fait correctement leur travail. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout des enquêtes pour pouvoir établir la responsabilité et les auteurs de l'attentat. Le non-lieu qui a été prononcé est un non-lieu fait sur une enquête bâclée. Mais je le dis tranquillement parce que j'ai vu le dossier, je ne suis pas magistrat, mais ce que j'ai vu, j'ai une grande expérience des enquêtes journalistiques, ce n'est pas un bon travail d'investigation. Parce que non seulement on n'a pas réussi à faire interroger des gens qui méritaient d'être interrogés, mais on a considéré l'enquête du juge Bruguière comme un non-événement. Et le seul élément qui a permis d'établir le non-lieu, c'est une enquête qui a été faite par le gouvernement de Paul Kagame avec des experts britanniques, qui est considérée comme l'enquête à décharge du FPR. Ça, ce n'est pas sérieux. Je pense que le colonel Luc Marchal a utilisé une expression que je trouve très bien. Il dit, ce type de travail est ce qu'on devrait enseigner à l'École nationale de magistrature en France sur ce qu'il ne faut pas faire dans une enquête judiciaire. Et je pense que le dossier de l'attentat, quand vous voyez ce que je décris, les témoins, parce que les gens qui veulent témoigner, c'est pas n'importe qui. L'ancien chef d'état-major de Paul Kagame veut témoigner auprès des juges Pousse et Herbeau. On ne considère pas son affaire comme quelque chose d'important. Des gens proches de Kagame qui ont assisté à tout, qui veulent, Oui, qui veulent témoigner. et la justice française refuse de les entendre. On ne les entend pas. Et il y a pire, il y en a un qui a été enlevé et assassiné. Il avait écrit au juge Trévidic en lui disant « Je suis en danger ». En Afrique du Sud, hein, c'est ça? Non, ça c'est un autre. D'accord. Mais il y a beaucoup d'assassinats étranges dans le dossier des gens qui veulent parler de l'attentat à des magistrats. Celui qui a été assassiné en Afrique du Sud, c'est le patron des services de renseignement extérieur de Paul Kagame. Donc qui était avec Paul Kagame depuis l'Ouganda, qui a suivi toutes les étapes de la conquête du pouvoir par la rébellion. Et donc il voulait parler aux magistrats français. On l'a retrouvé étranglé dans sa chambre d'hôtel en Afrique du Sud. Son chef d'état-major a raté d'être assassiné 2 fois à bout portant. Mais puisqu'ils avaient des choses intéressantes à dire, ces tueurs sont allés jusque dans sa chambre d'hôpital pour tenter de l'achever puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils l'ont raté. Donc quand vous avez ça dans un dossier judiciaire et que vous êtes magistrat, je crois quand même que vous vous rendez compte qu'on ne cherche pas à assassiner des gens qui veulent dire des choses si vous n'êtes pas mêlé à l'attentat. Vous allez encourager tout le monde à aller parler au juge. Mais si les gens disparaissent et meurent, c'est qu'il y a un problème par rapport à... Vous diriez que la justice française a été corrompue? Vous savez, c'est compliqué de dire ça. La justice française, je ne crois pas. Le juge Trévidic? Il y a un certain nombre de magistrats en France dans ce dossier-là qui soit ont décidé de lever le pied parce qu'ils comprenaient ce qui se passait, soit qu'ils se sont dit débarrassons-nous au plus vite de ce dossier en faisant un non-lieu, et peut-être que la Cour de cassation confirmera le non-lieu. C'est ça qu'on attend. On attend qu'on clôture le dossier. Donc je pense qu'il faut que les Français se réveillent et qu'ils cessent d'écouter la propagande qui est propagée partout sur le dossier du Rwanda. Les accusations contre la France sont fausses, archi-fausses. Les erreurs ou les fautes qui auraient été commises au Rwanda sont pas établies. Moi je demande que le président Macron, le président Sarkozy nous donnent la liste des fautes ou de l'aveuglement, ou nous disent avec précision c'était quoi l'aveuglement de François Mitterrand. Parce que là ils veulent faire de cette affaire-là une affaire de querelle politique intérieure. Ils veulent diviser les Français sur la question du Rwanda. Moi je pense qu'il faut être honnête. La France est comportée correctement dans ce dossier-là. Je peux le dire tranquillement parce que les archives je les ai vues, les acteurs je les ai vus. Je pense même être aujourd'hui parmi les dirigeants français qui vont reconnaître les fautes de la France au Rwanda, celui qui a discuté avec le plus d'acteurs du dossier. J'ai parlé du procureur Carla Del Ponte, j'ai parlé avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, qui était Jacques-Roger Bobo, qui était sur place. J'ai discuté avec des militaires, différents militaires, les militaires français, les militaires africains qui étaient sur le terrain. J'ai discuté avec des membres des organisations des droits de l'homme qui étaient sur place. J'ai discuté avec des journalistes, j'ai discuté avec des diplomates, j'ai discuté avec à peu près les gens de toutes les nationalités qui étaient là-bas et avec des enquêteurs. Donc je sais de quoi je parle. Je ne viens pas exprimer mes sentiments, non, c'est pas mes sentiments. C'est les choses qui se sont passées. Donc quand on va dire que la France a commis des fautes ou qu'on va assumer des responsabilités, il faut les lister. Il faut dire aux Français clairement, première faute, c'est ça, deuxième faute, c'est ça, troisième faute, c'est ça. Et on vérifie dans les documents si c'est vrai. Mais quand on balance des phrases politiques comme ça en disant ah bah écoutez, non, ils disent pas la vérité. Ils disent pas la vérité. Et il faut qu'ils disent au moins sur ce dossier rwandais, qu'ils apprennent à dire la vérité au peuple français. C'est ça que je demande. Je demande pas grand-chose. Parce qu'on a des documents aujourd'hui, on est outillés. On peut avoir une confrontation solide sur ce dossier. C'est tout. Charles Nana. Donc je rappelle à ceux qui nous regardent, enquête sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994, sous-titré 25 ans d'investigation pour un non-lieu, préfacé par le prix Nobel de la paix et Adolfo Pérez Esquivel, aux éditions L'Artilleur, un ouvrage vraiment que je conseille très fortement à ceux qui nous regardent. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici à Paris, nous parler de ce sujet, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver sur d'autres dossiers, car je sais que votre domaine d'expertise dépasse en fait largement la région des Grands Lacs. En tout cas, c'était un honneur de vous recevoir. Moi aussi, je repars très content de vous avoir rencontré pour la première fois. C'est que le travail que vous faites est très difficile et je vous encourage à persister. Vous savez, il n'est jamais facile quand on emprunte les chemins qui font peur aux gens ou les chemins qui n'ont pas l'air très faciles, mais c'est toujours un bon test pour soi-même et c'est un bon test pour la société. Et il faut que progressivement les gens comprennent que ceux qui prennent des risques, ils ne le font pas pour eux-mêmes parce que c'est beaucoup plus facile de vivre dans le confort et sans crainte. C'est moins difficile de prendre des risques. Merci beaucoup, Charles Nana. Je vous en prie. Vous avez pas peur, vous? Pour vous? Peur de quoi?
du régime de Kagame? Oh, non, pourquoi je devrais avoir peur? Mais ce sont les gens qui commettent les crimes qui sont censés avoir peur, pas celui qui expose les crimes. Elle a décidé, par ses propres moyens, d'avoir accès à ce monsieur. Elle a eu accès à Gersoni qui lui a dit, je suis prêt à témoigner à condition que les Nations Unies m'autorisent à témoigner. C'était hors de question. L'enquête a été enterrée et Carla Del Ponte a été évincée de son poste. Voilà ce qui se passe dans le dossier du Rwanda. Cette expertise acoustique a été considérée comme farfelue par tous les experts indépendants. Ouais. Donc, conclusion, en fait, la France, conclusion de ce qu'il dit, c'est que la France a reconnu avoir a eu tort, en fait, s'est mal comportée. La France a admis avoir s'est très mal comportée pendant ce conflit-là. Et lui dit non, la France s'est pas mal comportée. Et si c'est mal comporté, qu'on nous dise à quel niveau. Voilà. Où est-ce qu'il s'est mal comporté. Et, euh, Et moi, j'aimerais rajouter, voilà, et c'est ça l'intérêt, en fait, de connaître les faits, parce que, voilà, si, en fait, il suffisait de mettre les faits, voilà, cacher les faits, et partir sur un mensonge et partir et continuer, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de souci. Mais le problème avec ça, c'est que la réalité, c'est que toutes ces choses-là, c'est très important de les comprendre, et parce que ça permet de comprendre ce qui se passe bah, au pays, au Rwanda, mais aussi ce qui se passe dans les autres pays aussi, au Congo par exemple, le conflit qu'il y a au Congo. Et en fait, quand on a toutes ces informations-là, on commence à comprendre en fait du comment, du pourquoi. Et la réalité, c'est que moi, ce que je n'ai conclu avec les infos que je sais aujourd'hui, c'est que certes, le Rwanda, en fait, quand ils reviennent au pouvoir, ils font commettre un génocide, mais c'est pas les Tutsis ne détestent pas les Hutus, et les Hutus ne détestaient pas les Tutsis, en tout cas ceux qui étaient dans le pays. C'est simplement les Tutsis qui sont venus de l'extérieur et qui ont voulu reprendre le pouvoir. Et eux, et quand ils ont voulu prendre le pouvoir, ils voulaient pas juste prendre le pouvoir. En fait, eux, ils voulaient pas partager le pouvoir parce que il faut savoir, c'est que quand ils quittent les pays pour s'exiler, personne ne les oblige à partir. Eux, ils décident de partir parce qu'ils ne supportent pas de partager le pouvoir avec les Hutus qu'ils considèrent comme des sous-hommes, voilà, comme des sous-hommes. Donc c'est pour ça qu'ils quittent le pouvoir. Et donc quand ils reviennent, ils veulent prendre le pouvoir en intégralité. Donc ça permet d'expliquer aujourd'hui, voilà, si t'es Hutu et que demain tu vas et qu'on te refuse un poste, c'est pas que t'es incompétent, c'est simplement que les Tutsis, ils estiment que les Hutus sont, en tout cas, c'était le cas aujourd'hui, voilà, c'est cette vision qu'ils ont, en tout cas. Voilà, en tout cas, pas tous les Tutsis, mais les Tutsis qui sont venus prendre le pouvoir. Et ce qui se passe au Congo, en fait, c'est un lien direct justement avec le fait qu'il y a des Rwandais, ah non, non, pas des Rwandais, il y a des Tutsis qui sont au Congo, mais ces Tutsis-là, ils sont congolais, mais simplement, comme c'est des Tutsis, on rattache le fait des Tutsis à être Rwandais, en fait, alors que c'est pas la même chose. Parce que les Tutsis, c'est, voilà, pour rappel, c'est toute cette population qui est venue de tout ce qui est Somalie et tout ça, enfin, tout ce qui est voilà un peu, des parties un peu arides et qui sont descendus en fait tout le long du Nil pour arriver dans ces régions-là, au Rwanda, au Congo, en Ouganda. Et donc toutes ces personnes qui se déplacent, c'est des Tutsis. Mais du coup, il y a des Tutsis au Rwanda, il y a des Tutsis au Congo, il y a des Tutsis en Ouganda. Et ces gens-là, ils sont légitimes. C'est des Tutsis congolais, des Tutsis rwandais, des Tutsis ougandais. Et ils sont 100% rwandais, ils sont 100% ougandais, 100% congolais. Voilà. Et en fait, ces personnes-là, quand ils font des choses, on dit que c'est des Rwandais. Voilà. Et puis bon, le Rwanda aussi, on sait qu'il est là parce qu'il faut qu'il rende service à ces pays du Nord, puisque eux aussi l'ont mis au pouvoir. Et après, voilà, bref, voilà, ça permet d'avoir tout, de comprendre tout du comment, du pourquoi, voilà. Et donc c'est pour ça qu'au Congo, au Congo, tu peux trouver des Tutsis qui vont parler presque le Rwandais, qui vont parler le Rwandais, mais qui sont bien congolais. Et ça peut porter confusion. Et puis on peut voir, mais ça ne dit pas qu'il n'y a pas des Rwandais, mais c'est pas parce que c'est des Tutsis que c'est des Rwandais, c'est pas parce qu'ils parlent la langue en fait assez comme qui se rapproche beaucoup au Rwandais que c'est le Rwandais et surtout qu'ils sont Rwandais. Voilà. Donc ça permet de comprendre tout ça et c'est très important et donc c'est pour ça que la vérité en fait va finir par sortir parce qu'en fait ça a des conséquences derrière. Ça explique la situation actuelle qui est désastreuse, malheureuse en fait sur le RDC. Et j'espère que les Congolais, ils vont se mobiliser pour
et ils vont s'unir, se mobiliser contre ça et réussir à vaincre. Bon courage à eux et voilà, c'était très intéressant. J'espère que ça vous a apporté des informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, surtout à donner votre point de vue. Partagez-nous vos informations que vous avez. Euh, Encore une fois, quand vous donnez les points de vue, n'hésitez pas à dire que c'est votre point de vue. Et quand c'est une information que vous avez obtenue quelque part, vous pouvez voilà, dire que voilà, vous avez entendu ça. Voilà, il n'y a pas de souci dans les commentaires. Mais essayons de rester objectif. Ici, l'objectif, c'est pas de dire voilà, que les Hutus n'aiment pas les Tutsis ou les Tutsis n'aiment pas les Hutus et je peux vous dire que c'est pas le cas. Après, voilà, quand vous regardez bien comment ça se passe, il y a une minorité des Tutsis qui voilà, se considèrent supérieurs aux autres et qui du coup pensent que voilà, les Tutsis c'est la race un peu comme en Allemagne en fait, avec la race aryenne, machin, mais à part ça, non, voilà, il y a beaucoup de Tutsis qui vivent bien avec les Hutus et des Hutus qui vivent très bien avec les Tutsis. Donc voilà, l'idée, c'est pas de dire, ouais, voilà, les Tutsis, les Hutus, non, c'est de se dire, c'est de voir la vérité en face, en fait. Et combien même, voilà, voilà, s'il y a des plus de Tutsis qui sont morts que des Hutus, il n'y a pas de souci, qu'on le dise, ok, qu'on l'admette, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de comprendre ce qui s'est passé, de savoir ce qui s'est passé et de pouvoir avancer. Voilà, et n'hésitez pas à suivre cette chaîne. En tout cas, le journaliste dans cette vidéo, vous avez du bon travail. Je ne doute pas qu'il fait du bon travail sur le reste de ses vidéos. Vous pouvez aller le suivre aussi. Et, euh, et voilà. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Bonne journée.